J'avais 14 ans et ça a été L'écume des jours de Boris Vian. Et j'avoue que ça a été la découverte littéraire qui m'a le plus marquée. C'est la première fois que je prenais conscience de ce que c'était que la littérature n'était pas seulement une histoire, que ça pouvait être aussi des mots, que ça pouvait être aussi un univers. Et surtout, ça m'a permis de m'imposer. Parce que je vivais en Haïti, j'étudiais dans une école traditionnelle où le programme de littérature française était bien clairement défini. Il fallait étudier à cette époque le Moyen-Âge, je crois, donc évidemment rien du tout, puisqu'on n'avait même pas de texte réel, c'était des extraits. Et quand mon prof de littérature m'a dit de présenter un texte, j'ai présenté L'écume des jours et ça fait scandale. Donc c'était pour moi à la fois une découverte et à la fois mon premier acte de défi par rapport à un livre. Et puis après j'ai découvert la littérature, disons d'un peu partout, parce que j'ai eu la chance de vivre dans une famille où il y avait une bibliothèque. Donc j'ai pu découvrir L'Enfant noir de Kamaralai très jeune, j'ai pu découvrir les livres, bon, évidemment les romans français, le théâtre, curieusement le théâtre, et les scénarios de cinéma très jeune. Et après mon autre grande passion littéraire, ça a été Garcia Marquez. Alors là, j'avais peut-être 18, 19 ans. Et j'ai peiné à lire Cent ans de solitude. Parce que chaque fois que j'entrais dans le roman, je n'arrivais pas à m'habituer à ce déferlement. Parce que la littérature à laquelle j'avais été accoutumée, c'était la littérature classique française. Et Garcia Marquez, c'était pour moi quelque chose d'absolument incroyable. Comment quelqu'un pouvait écrire comme ces mots qui n'en finissent plus, ces phrases qui n'en finissent plus, cette histoire qui n'en finit plus. Donc ça a été pour moi mon deuxième étonnement littéraire après L'écume des jours. Et puis après, j'ai eu des passions. Chaque étape de ma vie a correspondu à une passion littéraire. J'ai eu une passion pour Emma Santos quand j'ai découvert la littérature des femmes. C'est une femme qui était cataloguée comme folle. Bon, on catalogue comme folle toutes les femmes qui ont été un langage différent. Je parle des années 70, 75. Donc Emma Santos a été publiée chez les éditions des femmes. Et elle écrivait des choses que les femmes commençaient à écrire et que personne n'avait écrit avant elle. Donc ça aussi, pour moi, a été une source d'inspiration, pas tellement ayant une influence directe sur ce que j'allais, moi, commencer à écrire, mais sur le fait même, en tant que femme, d'avoir le droit d'écrire ce que je voulais, de pouvoir parler de tous les sujets qui n'étaient pas, disons, politiquement corrects, pour utiliser une expression actuelle. Et puis voilà, comme à cette époque, j'étais très, très littérature femme, j'ai eu d'autres grandes passions littéraires de femmes, et puis après coup, la littérature sud-américaine, un peu plus globalement. Et là, je suis revenue disons, au coup de cœur. Je rentre en librairie et je prends quelque chose au hasard et j'essaie de savoir si ça me plaît, ce que l'auteur a écrit. Donc maintenant, je suis plutôt du genre à dévorer un auteur au complet si un de ses textes m'a plu. Donc c'est à cette étape que je suis. Je suis très quartier, en effet. Autant à Montréal qu'en Haïti, je me sens bien
quand j'occupe un quartier, quand je suis ancrée dans un quartier. À Montréal, j'ai vécu par exemple dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, qui est un quartier dans l'est de la ville, où je me suis sentie bien, tout comme dans Côte-des-Neiges, où j'ai vécu après. Mais quand je pense à chez moi, mon quartier, c'est celui de mon enfance. Enfin, je dirais c'est ceux de mon enfance, parce qu'il y en a deux. Il y a d'abord le quartier où j'ai été toute petite fille. C'est la rue Camille-Léon, c'est pas loin de Bois-Patate, c'est pas loin de l'église du Sacré-Cœur, plus bas, donc l'église Saint-Louis-Roi de France. Il y a donc tous ces points de repère pour moi où j'ai marché dans les rues pour la première fois, par exemple, où j'ai été dans une boutique acheter quelque chose pour la première fois. Donc ça, c'est mon quartier d'enfance. Et ensuite, ça a été l'avenue Magny, le Petit Four, pas loin de la place de l'Indépendance, pas loin donc du Palais. Ça, c'est le quartier de mon adolescence, où quand le colonel Caillard lançait des bombes sur le palais, il y en a certaines qui tombaient pas loin de chez nous. Donc ça aussi, c'est des souvenirs de mon quartier. Et c'était encore des quartiers où on avait une vie communautaire en Haïti. Parfois pas très drôle, parce que les adultes, ils avaient tous les droits sur les enfants, et quand petite fille, je n'avais pas évidemment le droit de me promener comme toutes les petites filles haïtiennes, mais quand je m'échappais pour aller faire des mauvais coups, n'importe laquelle des voisines avait le droit d'abord de me taper dessus, et ensuite d'appeler mes parents, et puis de porter plainte. Je vais porter plainte à tes parents. Donc ça m'a marqué, cette vie de quartier. Et plus tard, quand j'ai voulu décrire un quartier dans mes livres, involontairement, je revenais toujours à ces quartiers-là. Je revenais toujours aux arbres qu'il y avait là, à la rue, aux maisons, aux gingerbread en bois. Donc, j'ai un Port-au-Prince qui se limite presque à ce quartier-là. Si je veux décrire autre chose, je dois faire un effort. Je dois essayer de penser, non, c'est pas forcément une maison comme ça, c'est pas forcément une petite rue, ça peut être une grande rue, ou ça peut être un corridor, ça peut être une rue non asphaltée, parce que les rues de mon enfance étaient asphaltées à cette époque. Donc, c'est ça pour moi le plaisir d'un quartier, que j'ai ramené partout où je vais. J'essaie toujours d'avoir cette espèce d'ancrage dans un quartier, quelle que soit la ville où je suis. Parce que j'ai eu, je ne sais pas, je crois qu'on est la dernière génération d'ailleurs en Haïti à connaître la vie de quartier. Où il y avait les bandes de quartier, où par exemple dans mon quartier on était 4 ou 5 filles et 5 ou 6 garçons, on se voyait tout le temps, on faisait les mauvais coups ensemble. Évidemment les garçons ils en faisaient plus parce qu'ils avaient le droit de sortir, ils avaient le droit d'aller jouer au football, aller monter à bicyclette, ce que nous les filles on n'avait pas le droit de faire. Donc ça, c'était des choses qui restaient, qui sont restées. J'ai découvert récemment que je n'avais pas beaucoup de souvenirs, que j'avais gommé des souvenirs, et que la plupart de mes souvenirs d'enfance étaient des recréations. Donc ça a été une découverte assez douloureuse, parce qu'évidemment, dès qu'on gomme, c'est parce que ça faisait mal, c'est parce qu'il y avait des points douloureux en quelque part. Donc ça m'a amusée d'essayer de découvrir quels étaient les souvenirs qui m'appartenaient réellement. Et là, curieusement, c'était des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Je me disais, ça doit être quelque chose d'effrayant, ça doit être quelque chose de terriblement stressant. Non, un de mes premiers souvenirs, c'est un souvenir d'une soirée au cinéma en plein air, où je devais être toute petite parce que mon parrain était encore vivant, mon père adoptif. Il est mort en 58, donc j'avais 4 ans. Probablement donc que je devais avoir 2 ou 3 ans, et c'était
le cinéma, mais ce n'est pas les images du cinéma qui me restent, c'est la voiture, une voiture noire, ces anciennes voitures un peu joufflues, et moi couchée sur ses genoux, m'endormant dans la voiture et me réveillant à demi parce qu'il me transportait pour aller à la maison. C'est un de mes rares souvenirs d'enfance. À part ça, il n'y a pas énormément de choses. Il y a un souvenir d'une paire de claques, évidemment, ça vous marque, parce que je refusais d'aller à l'école. Je devais encore être toute petite, parce que c'était l'école, le jardin d'enfants. Et comme j'étais une petite peste, j'avais répondu à la personne qui me disait « il faut que tu y ailles, et ta mère ne sera pas contente ». J'avais dit « je fais ce que je veux de ma mère ». Évidemment, quand on lui a rapporté ça, ça a été les 2 tapes sur les fesses, parce que, bon, c'était vrai, mais il ne fallait pas le dire. Donc c'est curieux, mais ce sont les souvenirs de la petite enfance qui me sont restés. Et comme je disais, j'ai découvert après coup que j'en ai gommé pas mal. J'en ai retrouvé en analyse, en séance de psychothérapie. Mais j'en avais carrément éliminé d'autres. Et dans mes souvenirs de plus vieilles, il y a toujours des choses un peu étranges, comme par exemple un souvenir de mon père me disant, parce qu'il a découvert que je lavais mes chaussettes le soir, parce que je n'en avais qu'une paire, et mon père furieux me disant « je suis capable quand même de t'acheter une autre paire, tu aurais dû me dire tu n'en avais qu'une ». Donc pour moi, ces souvenirs est lié au fait que j'avais là aussi gommé la partie de mon enfance qui avait été pauvre. On a vécu une partie de la vie. La première partie de la vie que j'ai vécue avec mon père, il sortait de prison sous Duvalier, donc il n'avait pas de travail, il avait été révoqué comme agronome, il avait un petit job d'enseignant, donc il était très serré au niveau économique. Mais ça aussi, j'avais oublié ça. Et je n'avais gardé que cette histoire de chaussettes. Je me demandais, mais pourquoi est-ce que j'avais qu'une seule paire de chaussettes? Je ne comprenais pas du tout. Et c'est après que je me suis rendu compte que c'est parce qu'il était pauvre. Et c'était la même période où il n'y avait pas de bonne à la maison, probablement parce qu'il n'avait pas les moyens de payer une bonne. Et nous étions, ma sœur et moi, chargés d'aller acheter le pain le soir. Je crevais littéralement de peur. Parce qu'il faisait noir, il fallait traverser une galette, une ravine donc, et la boutique était de l'autre côté. Il fallait sortir pendant la nuit, traverser cet endroit que j'imaginais peuplé des pires horreurs, de tous les diables et de tous les loups-garous possibles, et aller acheter ce pain. Alors là, c'est un souvenir terrible. Et j'ai comme ça 2 ou 3 autres. Un autre comme ça, par rapport à mes peurs d'enfance, il y a un tableau de Tiga qui était accroché, parce que c'était un parent, donc c'est un tableau du cousin qui était accroché au pied de l'escalier. Et Tiga, c'est pas très gai comme peinture, et quand il fallait que je descende cet escalier pour aller faire pipi, parce que chez nous, la toilette était à l'extérieur, loin des chambres, je crevais de peur, parce que ce tableau, pour moi, il représentait le diable. Donc voilà, ce sont quelques souvenirs d'enfance, disons très personnels, indépendamment des macoutes, de Duvalier, des choses qui faisaient à juste titre peur aux enfants. Mais ce sont les souvenirs de mes peurs de petite fille inexplicables. Je dois avouer que j'ai toujours écrit. Et j'ai retrouvé récemment, dans les papiers de ma mère adoptive, après sa mort, des lettres que je lui écrivais quand j'avais 9 ans. Et ça m'a fait me rendre compte que pour moi, l'écriture, ça a été d'abord un moyen de communication. Je n'arrivais pas à dire les choses. Je n'arrivais pas à exprimer les choses les plus simples. Pourquoi je me sens mal physiquement, que j'ai mal à la tête ou j'ai mal au ventre. Je lui écrivais ces choses-là. Donc après, ça a été presque naturel. J'ai eu besoin d'écrire
très tôt, déjà à 13-14 ans, je savais que je voulais écrire. Je savais que j'avais besoin de m'exprimer, que ce soit à travers un journal intime, comme les petites jeunes filles, les adolescentes le font, ou à travers quelque chose de plus organisé. Et je l'ai fait aussi très tôt. J'aurais pu ne plus jamais écrire parce qu'une fois j'ai montré un de mes cahiers à un de mes profs et ça a été une catastrophe. Heureusement j'ai la tête dure et je me suis dit bon ben si c'est de la merde on verra. Donc j'ai commencé comme ça à écrire et j'ai énormément déchiré. J'ai été capable très jeune de me rendre compte que ce que j'écrivais n'était pas suffisamment à mon goût. Avant même que ce soit bien ou pas bien, ou que ce n'était pas suffisamment à mon goût. Il manquait quelque chose, il me manquait... alors je déchirais. Et au fur et à mesure, j'ai pris goût à travailler un texte. C'est comme ça que j'ai appris à travailler un texte, parallèlement au fait d'aimer raconter des histoires. Et ça a été les deux choses importantes pour moi, raconter des histoires et le travail sur le texte lui-même. Le travail sur, pas seulement la langue, mais la construction, sur changer, parce qu'à l'époque où j'ai commencé à écrire, j'écrivais à la main, donc je découpais mes textes. Et quand j'ai commencé à travailler à la machine, je faisais pareil, il y avait toujours une paire de ciseaux, et puis j'organisais mon texte de façon différente. Et plus le temps passait, plus je me rendais compte que en dehors de ce plaisir de raconter, en dehors de ce plaisir d'écrire et de travailler un texte, il y avait des choses qui revenaient tout le temps. Et ces choses, je ne les ai pas découvertes toutes seules. C'est les gens qui m'ont dit ces choses-là. Et ça a été important pour moi, ce que les gens trouvaient dans mes textes, que moi je n'avais pas conscience d'y avoir mis. Au fur et à mesure que je découvrais ces choses-là, je gardais ce qui me semblait important. Un exemple simple, la mémoire. J'ai un petit peu, en jouant, écrit Mémoire d'une amnésique. Ça a été un petit jeu, peut-être pour jouer avec les mots, etc. Et 25 ans après, Mémoire errante, ça a été un choix délibéré d'écrire ce titre. Donc c'est un peu ça, le parcours de ma prise de conscience par rapport à ce que j'écris. Mémoire d'une amnésique, c'était des souvenirs de petite fille qui a grandi. Je voulais donc écrire quelque chose de ce genre parce que ça me semblait intéressant de témoigner d'une époque, de témoigner de ce que les enfants peuvent vivre sous la dictature, de témoigner du parcours d'une jeune femme, etc. Mais ce n'était pas pour moi un travail particulier sur la mémoire. Je l'ai découvert après, que la mémoire pouvait être importante dans ce que j'avais. Alors que pour Mémoire errante, c'était le centre de mon texte. S'il fallait inventer des choses pour que cette mémoire soit plus forte, j'aurais été capable de les inventer, j'ai été capable de les inventer. Alors que pour Mémoire d'une amnésique, c'était raconter qui était important. Mais je ne sais pas si je m'exprime assez bien, mais c'est ce parcours-là que je sens qui a été une espèce de lien dans tout ce que j'ai fait. Inventer la Célestine, ça a été plutôt mon plaisir d'écrire après un très long silence, parce que à cause de la radio, à cause de ma vie, à cause de tout ce qui se passait en Haïti, j'avais donc arrêté d'écrire pendant un petit bout de temps. Enfin, pas vraiment arrêté d'écrire, mais arrêté d'avoir un projet d'écriture. Et pour la Célestine, c'était retrouver le plaisir d'écrire pour avoir ce projet d'écriture qui m'a ramené aussi à une mémoire, qui m'a ramené aussi à une histoire de plusieurs générations de femmes, donc des thèmes qui me devenaient familiers au bout d'un certain temps et que j'ai l'intention de m'approprier au fur et à mesure.
Et c'est ce que je découvre maintenant, après peut-être 30 ans d'écriture, c'est à quel point le regard des autres, pas forcément des lecteurs ou des critiques, mais de ceux qui sont intéressés à ce que j'écris, ou à ce que n'importe quel écrivain écrit, et qui prennent le temps de partager leurs réflexions, de partager leurs commentaires avec l'écrivain, que ce soit à travers un article, que ce soit une conversation, ou que ce soit autrement. Et ce retour aide, moi, en tant qu'écrivain, ce retour m'aide à prendre conscience du travail que je fais et du chemin que j'ai envie de continuer à parcourir. C'est comme si j'étais un petit peu, après avoir fait les choses inconsciemment, j'étais maintenant un peu guidée et un peu consciente à travers cette aide qu'on m'apportait de continuer à faire mon travail d'écrivain. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ces réflexions que j'en suis maintenant. Mon première expérience de journaliste avec Michel, c'est Michel Montas qui m'a formée parce que bon, j'ai une formation de littéraire et quand je suis rentrée à la radio, j'ai commencé à faire des reportages, prise de son, vraiment au bas de l'échelle, si on peut dire, les chiens écrasés. Mais mon premier reportage, c'était très marrant. J'ai présenté le texte, évidemment, à ma rédactrice en chef, qui a lu et qui m'a dit « Je ne t'ai pas demandé d'écrire un roman. Ça ne s'écrit pas comme ça. » Et les 25 ans de journalisme, ça a été cette espèce pas de contradiction, mais de double casquette. Il fallait constamment que je me rappelle que je n'écrivais pas un roman, qu'une information c'était autre chose. C'est peut-être pourquoi j'ai été tellement heureuse dans mes émissions littéraires, parce que là je pouvais laisser vraiment s'exprimer ma créativité, mon imagination. Il n'y avait pas la rigueur du journalisme auquel je devais me soumettre dans l'autre facette de mon travail à la radio, puisqu'à la radio, j'avais à la fois une émission d'information, qui était donc une émission avec des enquêtes, des reportages, etc., et une émission culturelle où je recevais des écrivains, où je pouvais avoir des textes lus, où j'avais des poètes qui venaient réciter des poèmes, où j'avais des critiques. Donc je pouvais quand même exprimer cette créativité que je n'avais pas le droit d'exprimer en journalisme. Mais ça a été quand même un métier qui m'a plu énormément, particulièrement dans mon apprentissage des réalités haïtiennes. Parce que je crois que je n'aurais pas appris à connaître et à aimer Haïti si je n'avais pas été journaliste. Ayant été élevée à Port-au-Prince, à une époque où les filles ne sortaient pas, où la dictature empêchait de connaître le pays, on n'avait pas le droit de se promener, j'ai donc très peu connu Haïti dans mon adolescence, dans mon enfance et mon adolescence. C'est quand j'ai été journaliste que j'ai pu sortir, quand il y avait une inondation, aller sur place pour faire des reportages, que j'ai pu me promener en tant que reporter. Et là, j'ai appris à connaître les quartiers populaires, la Cité Soleil, j'ai appris à aller faire une enquête dans l'Artibonite, etc. Donc cet aspect-là de connaissance d'Haïti et de découverte de tous les milieux sociaux, de découverte de toutes les réalités haïtiennes, ça a été important pour moi. Ça n'a pas changé grand-chose parce que j'ai reçu une éducation qui ne faisait pas de moi quelqu'un de borné, mais ça m'a ouvert les yeux sur la réalité, pas sur la théorie. En théorie, je connaissais beaucoup de choses, mais la réalité d'aller à Soukri, de voir une cérémonie vaudou, pour moi, ça a été quelque chose d'important. Mon magnétophone et mon micro, c'était presque des prétextes pour découvrir Haïti. Donc cet aspect du métier de journaliste a été pour moi quelque chose de très enrichissant.
c'est quand j'ai quitté Haïti que j'ai été consciente que je vivais sur une île. Donc, d'abord, comme la plupart des Haïtiens, je ne sais pas nager. Et bon, évidemment, j'ai été à la mer quand j'étais petite fille. Mais la conscience réelle, je voyais la carte d'Haïti, je savais bien que c'était une île. Mais je n'étais pas consciente de vivre sur une île. Je n'avais pas... l'enfermement que j'ai connu dans les années 60 était un enfermement dû à la dictature. Donc, qui aurait été identique si je vivais, je sais pas moi, dans un pays immense, sans frontières avec la mer. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas l'île qui m'enfermait, c'était autre chose. Donc c'est quand j'ai quitté Haïti que j'ai pris vraiment conscience qu'on ne pouvait pas quitter ce pays autrement que par bateau ou par avion, qu'on ne pouvait pas traverser une frontière, bon, sauf pour la République dominicaine, mais qu'on ne pouvait pas traverser une autre frontière à pied. Donc si tu veux, l'insularité, pour moi, n'avait pas beaucoup de réalité. C'est après coup. Et en revenant adulte, en revenant en Haïti, dans les années 80, quand j'ai décidé de me réinstaller pour faire ma vie en Haïti, c'est là où j'ai commencé à ressentir, lors des coups d'État, lors des événements politiques, que j'ai commencé à ressentir ce qu'on peut appeler les limites d'une île, les limites physiques d'une île. Bon, c'est vrai qu'à la même époque, j'ai découvert le phénomène des boat people avec la radio. C'était l'époque où il y avait énormément de boat people qui s'enfuyaient et on commençait à faire des reportages sur les boat people. Donc pour moi aussi, ça a été très symptomatique, cette façon de se construire un bateau pour quitter l'île. On ne pouvait pas faire autrement que de construire ce bois fouillé pour quitter l'île. Donc là, j'ai commencé à vraiment me dire, c'est vrai qu'on ne peut pas fuir quand on est dans une île. Mais en même temps, j'étais une privilégiée, donc je n'avais pas vraiment de raison de fuir. Et je pouvais prendre l'avion, j'avais les moyens de prendre l'avion. Donc même là encore, je ne ressentais pas ce qu'on dit être un enfermement. Non, pour moi, une île, et d'ailleurs, une île, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très abstrait. Pour moi, c'est pas Haïti. Une île, c'est cette image que je vois sur l'écran d'ordinateur, un cocotier, un peu de sable et la mer bleue tout autour. C'est ça, une île. Haïti, c'est pas une île. Pour moi, c'est un pays, c'est mon pays. Donc, ou bien c'est agréable d'être là ou pas. Oui, pour moi, une île, c'est ce que je vois sur l'écran de mon ordinateur. C'est un cocotier, un peu de sable et puis de la mer bleue tout autour. Donc, pour moi, Haïti n'est pas une île. Haïti, c'est un pays, c'est mon pays. Et autant je peux me sentir libre en Haïti, autant je peux sentir qu'il n'y a aucune barrière, le 7 février 86, il n'y avait aucune barrière pour moi en Haïti. Je pouvais prendre mon envol sans même un avion. Et à d'autres moments, je peux sentir que les quatre murs d'une maison m'étouffent. Je peux me sentir complètement enfermée, complètement. Donc, ça dépend.